Dans un hôtel à Prague, les animateurs de Hainaut Mémoire et de l'Institut des vétérans regardent un match de football en compagnie d'un groupe de jeunes qu'ils ont emmenés de Belgique quelques jours plus tôt. C'était le 22 juin dernier. Les Diables Rouges battent la Suède à l'Euro 2016 de football sur le score d'1-0. Mais pourquoi avait-il fait tant de kilomètres pour en arriver là ? Bonjour à toutes et tous. Donc, j'ai le privilège et la chance de m'adresser à vous en début de matinée. Donc, soit vous êtes encore un peu endormi, soit vous êtes encore en pleine forme mais pas encore fatigué par la journée. Je vais vous expliquer en quelques minutes le contexte général d'une part de l'idéologie du régime nazi et d'autre part le contexte et les principes généraux de ce système qui sera à la fois un système de concentration, donc de persécution des résistants et des détenus politiques, et un système aussi d'extermination à l'égard de certaines catégories de la population. Alors pour commencer, on va retourner un peu en arrière, on va faire un peu d'histoire. Donc, dans le château d'Artheim, quand on est arrivé, on a regardé un peu aux alentours, puis on s'est assis, où on nous a raconté un peu ce qui se passait là, où on a donc les handicapés se faisaient gazer, et il y en a, ils se faisaient direct gazer en arrivant. Les parents les amenaient des fois, enfin ils envoyaient des lettres pour qu'on les amène. Mais souvent c'était donc des handicapés qu'on amenait là, ou des gens qui avaient des problèmes mentaux, ou étaient avec quelque chose en moins que les Allemands. C'était plutôt pour que les gens dans les alentours ne voyaient pas ce qui se passait. Les patients devaient sortir et par ce couloir que vous voyez, rentrer dans cette pièce-ci. Premièrement, il faut se déshabiller. Ça, c'est fait. Après, ils vont dans l'autre pièce, plus loin que vous voyez ici, la Aufnahmeraum que vous voyez. Là-bas, on va faire quelque chose d'assez, on va dire, mesquin. Il y a quelques médecins qui vont très vite voir, ok, si c'est quelqu'un qui tousse un peu, c'est pas grave. Là, je vais noter que cette personne-là pourra fort facilement... J'ai trouvé ça dégoûtant. Je trouve que ça se fait pas. Les gens, ils naissent comme ils sont. Puis voilà. Si on a des problèmes ou quoi, je sais pas, on ne doit pas se focaliser sur ça. On doit connaître la personne sans les juger ni rien. Donc, voilà. Et ils passaient alors dans la chambre à gaz. La chambre à gaz, elle est petite, 12 mètres carrés. On gazait à peu près entre 60 et 75 personnes à la fois. Plus, il ne fallait pas. Pourquoi? Il y avait pas la capacité de les incinérer tous ensemble. Les gens qui ont fait tout ça, c'est des fous en fait. C'est des sadiques, c'est des psychopathes pour moi. C'est des fous vraiment. Parce que voilà, c'est des fous en fait. On va dire, oui, parfois ça foire. Hein? Et dernière photo. Les gens qui travaillaient ici, après, vont être utilisés, ce que Philippe a expliqué, dans les centres de mise à mort, entre autres ici, celui-ci, Franz. Et regardez bien, si vous voulez voir où c'est là-bas. Là-bas, cette photo a été prise. Vous voyez là, la balustrade, elle est là. Vous voyez, cette photo a été prise là où vous êtes. Ah, c'est pas un petit machin ici, hein? Oui. À ce que je vois, je vais marcher des kilomètres. Oui, Guy. Les camps de concentration existent dès qu'Hitler arrive au pouvoir. Nous ne serons pas ici dans un endroit où les gens vont mourir dès leur arrivée, comme dans un centre d'extermination. L'espérance de vie ne dépasse pas 6 mois. Et dans les derniers moments de la guerre, l'espérance de vie descend en dessous de 3 mois, en moyenne. Parce que ça tombe le lendemain où vous êtes là, vous avez une balle dans la tête parce qu'un SS l'a décidé. Donc vous pouvez tenir à peine quelques heures ou à peine quelques jours. Mais la durée, l'espérance moyenne
de vie dans un camp de concentration est de 6 mois et à la fin, moins de 3 mois. J'arrive à Mauthausen en soirée. Et on est monté, on est allé à Mauthausen, c'était une colline en haut. Et on est arrivé là, on a fait rentrer et on a fait mettre toutes nos affaires dans une file. On a mis tout nu, un escalier, on descendait, un après l'autre. Et on a rasé tout ce qu'on avait, les poils qu'il y avait, autant qu'on voulait, avec j'ai dit du pétrole, je ne sais pas ce qu'il y avait, autre chose comme ça. Et on a donné une paire de pantalons en ligne, comme ça, la même chose ici. Et on devait avoir un numéro. En effet, ici, on a mis écrit 6387, donc 63 783. Et puis au bout de quelques centaines de mètres, d'avoir emprunté un chemin qui gravissait la colline à travers des fermes, donc là, toujours avec les chiens qui aboyaient, d'autres qui aboyaient. Et au bout d'un temps assez long, nous avons terminé par le chemin assez pentu, où les rangs se sont resserrés et là, davantage de coups de crosse qui nous ont atteints parfois. Et puis tout à coup, on a débouché donc, sur le plateau où on a aperçu une immense forteresse faiblement éclairée, avec des barbelés sur les murs, avec des miradors dans lesquels on voyait des silhouettes et des armes qui luisaient un peu. Donc là, quoi. On s'est demandé où on arrivait. Et puis les portes du camp se sont ouvertes. Les SS nous ont laissés dans le camp. Directement, des hommes sont sortis d'une baraque située à notre gauche. Ils nous ont fait aligner le long d'un mur que l'on a appelé par après le mur des lamentations. Il s'agit d'un camp de concentration qui s'appelle Mauthausen. Et que nous sommes pas loin du Danube et que nous sommes à 1000 km de chez nous quasiment. Quand même. Mais oui, je me suis trouvé au travail donc, à amener, donc, à transporter des pierres pour faire des bordures. Donc c'était des pierres assez longues, vous imaginez, pour faire des bordures. Et il fallait les prendre à la carrière, les mettre sur un petit chariot, les transporter chez les tailleurs de pierre, c'était assez lourd. Et le sous-capot qui était là, donc un beau jour, on m'a reproché de ne pas prendre de pierres lourdes assez. Il m'a frappé, il m'a fait tomber par terre. J'étais assez fort encore, je me suis relevé, je donné un coup de poing. Le prisonnier regardait autour de lui, il faisait une chaleur d'enfer. La sueur coulait de son crâne rasé, tombait en gouttes de son nez. Il la léchait avidement. Il avait les aisselles marquées de 2 grandes taches noires. Après un regard sur les environs, ses yeux retournèrent vers le seau rempli d'eau à côté de la cuisine. Il avait vu qu'il était presque plein quand il était passé près de là. Il savait que ce serait du vol et du sabotage, mais il avait trop soif. Les SS sur les miradors parlaient entre eux, et le gardien de l'entrée était accoudé au mur, regardant au dehors du camp. Le prisonnier assoiffé tenta sa chance. Il allait vite pour un squelette ambulant qu'il était. Il savait qu'il devait faire vite s'il ne voulait pas être vu. Tombant à genoux près du seau, il but à grandes gorgées. C'est alors que le SS sortit de derrière le baraquement. Il lui dit « Tu as soif, mon pauvre vieux ». Le prisonnier voulut se relever, mais il n'en eut pas le temps. Le SS lui prit les jambes et les souleva, plongeant la tête du prisonnier dans le seau. « Bois, mon pauvre vieux, bois autant que tu veux ». L'homme mourut noyé. Donc vous êtes maintenant devant 2 des fours crématoires de Mauthausen. Donc une fois, lorsqu'on parle ici de gazage, une fois que les gens étaient gazés, dépouillés, ils étaient ensuite envoyés donc vers les fours crématoires pour être incinérés, mais c'était également le cas de tous les détenus qui perdaient la vie sur la journée. Dans les derniers mois
de Motozone, ce sont des centaines de personnes qui décèdent tous les jours si on prend Motozone et l'ensemble de ces commandos, donc de ces petits camps satellites qui dépendent de Motozone et qui étaient quand même au nombre de 69. Elle avait 3 ans et demi. Son père faisait la guerre. Il a été arrêté, ça je ne connais pas les circonstances. Il a été embarqué, déporté dans un de ces camps, dans celui-ci. Et depuis 70 et quelques années, Marie ne savait rien de la mort de son papa, ne savait pas. Elle savait qu'il était mort ici. Et elle n'était jamais revenue ici. Et aujourd'hui, elle est là. Grâce aux archives que nous avons trouvées pas loin de la chambre à gaz, on a pu voir la date de son décès et l'endroit où il était décédé. Quelque part, ça permet à Marie de faire enfin le deuil de son papa. C'est vrai. Je suis heureuse avec les gens de tous. Je vous dis un grand merci à tous. Voilà. C'est gentil. Un résistant nous a quittés il y a très peu de temps. Il s'appelait Abdon Bardiou. Et il nous a dit un jour ceci, et n'oubliez jamais, les gamins, la démocratie, c'est un combat de tous les jours. En revenant, s'il y a beaucoup de gens racistes ici. Et avant, quand je les entendais parler, bah, voilà, maintenant ça me dégoûte qu'on puisse encore penser comme ça après ça. On va aller visiter la prison parce qu'il y a un grand parking. C'est triste. J'ai l'impression que ce genre de voyage était fort utile parce qu'on recommence les mêmes erreurs. Les assassins étaient mineurs, c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas être condamnés à mort. On les a condamnés à 20 ans d'une pire punition. Et parmi eux se trouvait Gavrilo Princip qui a organisé cet assassinat avec les autres naturellement et qui a fusillé Ferdinand et son épouse à Sarajevo. Il passait 2 ans dans son cachot. Je pensais qu'on allait aller visiter, mais je ne pensais pas que j'allais autant le prendre à cœur. Et je pense que, franchement, je pense que ça fait réfléchir. Et on se dit vraiment, faire du mal aux gens, ça se fait pas. Donc même si on n'est pas d'accord, je pense que parler, je pense que ça arrange vraiment la quasi-totalité des choses. Personne ne peut rester de marbre quand on entend ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent encore à présent. Et donc ouais, je pense vraiment que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je pense pouvoir utiliser ce que j'ai appris ici, surtout pour favoriser la tolérance et la discussion. Quand on fait un voyage comme ça, en fait, ça change tout. Je pense que quand je vais rentrer chez moi, je n'aurai pas la même vision des choses qu'avant parce que ça change beaucoup de choses et ça nous touche profondément. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se plaint tout le temps, mais on ne peut pas savoir la chance qu'on a de tout avoir en fait.
Tandis qu'eux, ils n'avaient rien du tout et je suis sûre qu'ils se plaignaient moins que nous quand même. Ils avaient mal, mais ils avaient mal en silence.